tutti, c'est Gilbo qui vous parle pour le 10e épisode du podcast Calcio Azzurro, un épisode que nous allons consacrer à la Juve et plus précisément au projet Thiago Motta. Pour m'accompagner aujourd'hui, un fervent supporter de la vieille dame qui est aussi à l'aise avec les chiffres que Roberto Baggio était à l'aise avec un ballon. Vito, salut Vito. Salut Gilbert, très belle présentation. Je te remercie. Merci de l'invitation et un grand plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Ouais, bah, tout le plaisir est pour moi, Vito. On va se lancer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant de parler de Thiago Motta, va falloir qu'on parle un petit peu de Massimiliano Allegri. C'était son retour, son Allegri bis, donc 3 saisons à la Juve, 3 saisons où finalement il n'aura remporté qu'un titre. La Coppa Italia cette saison, le 15 mai dernier. Et ironie du sort, cette victoire en Coupe d'Italie contre l'Atalanta a été son dernier match, hein. Donc, il s'est terminé entre le sketch de la veste lancée en l'air, de la prise de tête avec Giuntoli pendant la remise des trophées. Et il a failli en venir aux mains avec le directeur de Tuttosport. Alors, sur Allegri, on peut lui donner quelques petites circonstances atténuantes. L'affaire Prisma, les problèmes avec Paul Pogba, quelques blessures de trop. Mais dans l'absolu, en 3 ans, son jeu a été particulièrement décevant. Il n'a pas su donner une véritable identité à l'équipe. Et en plus, il n'a pas su faire progresser ou améliorer ses joueurs clés. Et je pense plus particulièrement à Chiesa et à Vlahovic. Je pense que tu vas pas me contredire. Non, non, pas du tout. Tu as très bien résumé je veux dire, le mandat 2.0 d'Allegri. Il y a vraiment, la Juve, au cours de ces 3 dernières années, a jamais vraiment été en mesure de pouvoir, je veux dire, lutter correctement au Scudetto. Peut-être un petit peu la dernière saison où elle a un petit peu talonné l'Inter jusqu'à à la mi-saison. Et puis, il y a eu cette confrontation aux environs de la 25e journée contre l'Inter, justement, au Meazza. Et là, il y a eu un avant et un après mental où la Juve a complètement lâché et fini la saison avec 3 victoires sur les 13 derniers matchs de Serie A. Donc, on voit vraiment qu'il n'a pas su valoriser, je pense, l'effectif à sa disposition. Il faut quand même rappeler que la Juve reste la plus grande masse salariale de Serie A. Donc, on est en droit, que ce soit les supporters, mais également le club, d'attendre un tant soit peu de résultats pour cette équipe. Et on a frôlé, je vais dire, les 3 années de mandat sans titre. Et c'était le précédent record, c'était 2 années avec Marquez et en 86. Donc, on sait mesurer pleinement le manque, je vais dire, de valeur ajoutée d'Allegri dans son deuxième mandat du côté de la Juve. Ouais, et du coup, c'est plus particulièrement là maintenant que Thiago Motta va arriver, on va dire ça va être en quelque sorte le jour et la nuit, parce que Thiago Motta, avec donc d'un œil extérieur avant donc qu'il arrive à la Juve, t'en pensais quoi toi lors de ces quasi 2 saisons, 2 saisons qu'il a passé à Bologne, où il a pris la suite de Mihailovic? Mais écoute, c'est vraiment, je vais dire, je vais me positionner plutôt en tant que supporter de la Juve. C'est vraiment comme tu l'as dit, le jour et la nuit. Avec Allegri pendant 3 ans, on était plutôt sur un entraîneur qui était, je vais dire, résultatiste. Donc, seul le résultat compte, quel que soit le moyen d'y parvenir. Bon, ici, on est vraiment sur un entraîneur qui a une volonté certaine de pouvoir imposer ses principes de jeu et son idée de football. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est un entraîneur qui a vraiment démontré avec une équipe de Bologne qui a des éléments positifs, mais je ne trouve pas que c'est une équipe exceptionnelle de terminer en Champions League avec ce groupe-là. 13e masse salariale de Serie A, donc c'est pas anodin. Il a fait du très très bon travail du côté de Bologne et il a prouvé en fait que je trouve qu'il méritait un poste comme celui d'entraîneur de la Juve, un poste où on sait que l'exigence est assez importante. Maintenant, il faudra voir si il en sera à la hauteur parce que la réalité de Bologne n'est pas celle de la Juve, inévitablement. Mais en tout cas, je trouve qu'il a vraiment prouvé par ses résultats et par sa conception du jeu qu'il méritait ce genre de poste. Voilà, donc avec Thiago Motta, donc on est sur une rupture technique, mais avant Thiago Motta, on va dire, il y a déjà eu quelques phases de rupture à la Juve. La démission de l'ancien conseil d'administration avec Agnelli à sa tête fin 2022, l'arrivée d'un nouveau CDA qui fait plus profil bas, qui est plus réservé, très certainement. Là, il y a
pas tout le monde ne connaît les noms du président ou des personnes qui en font partie. De la même façon, un nouveau directeur sportif a été nommé en juillet 2023, donc June Tolly. Donc on a une rupture vraiment à tous les niveaux. Exactement, c'est ce que j'allais dire au niveau de la rupture. Il y a cette rupture avec Mota qui est voulue, donc un changement vraiment de philosophie sur le plan technique et sur le plan du football. Mais il y a également aussi la rupture en coulisses, hein. On se rappelle que les deux derniers membres de la direction qui étaient encore présents après Agnelli étaient Cherubin et Mana. Mana qui vient de partir du côté de Naples pour faire le directeur sportif. Et Cherubin il ne sera pas maintenu au-delà du 30 juin, de la date de fin de son contrat. Donc, et ici, c'est une direction, comme tu l'as dit, qui est somme toute, je vais dire, expert en termes de gestion managériale. Donc, c'est vraiment des hommes forts d'Elkan. Scanavino, Ferrero, c'est des hommes forts de la galaxie Exor. Et il y a une volonté de pouvoir confier tout ce qui est administratif, financier à cette équipe dirigeante beaucoup plus technique et de laisser vraiment les pleins pouvoirs sur le côté sportif à Giuntoli avec l'ensemble de ses collaborateurs. On voit ici qu'il y a des rumeurs de plus en plus insistantes avec des hommes, ces hommes de main. Je pense notamment à Stefanelli et Pompilio qui était son bras droit du côté de Naples. Donc il y a vraiment une volonté de peut-être scinder quelque peu la direction entre le côté technique, administratif et financier avec les hommes forts d'Elkan et d'Exor, et la partie sportive par June Toll qui sera chargé de retrouver de la cohérence et de la recrédibilité sportive. Oui, donc là, sincèrement, ça va sûrement être Giuntoli qui va devenir vraiment l'homme fort du sportif de la Juve et la personne qui va se mettre en avant s'il y a un problème, celle qui va gérer au quotidien et qui va aussi faire le tampon entre Mota, la direction, Mota, les tifosi, enfin, si ça se passe un petit peu moins bien pour le coach. C'est ça exactement. Ben, on avait, enfin, Marotta était dans un rôle plus de CEO, mais il y avait le duo Marotta et Paratici à la Juve qui gérait, qui faisait un petit peu le tampon entre le coach et les aspects plus directionnels. Avec le départ de Marotta et puis la prise de pouvoir de Paratici, dont je trouve qu'il n'est pas, il n'était pas compétent pour pouvoir assumer cette partie managériale parce que c'était un homme de terrain. À la base, c'est un scout. Donc, je trouve qu'il y a eu un manquement par rapport à ça. Et ici, avec l'arrivée de Juntol, il y en a vraiment quelqu'un qui est de métier et qui sera, comme tu l'as dit, l'homme fort du côté sportif Juve. Et ça manquait depuis bien trop longtemps dans un club et dans une institution comme la Juve. Voilà, donc pour accompagner Giuntoli, donc Thiago Motta en entraîneur, donc Motta à Bologne, donc c'était une cinquième place à la fin de la saison, une qualif en Ligue des Champions, donc la deuxième du club après celle obtenue en 1964, et surtout une équipe qui a démontré des capacités de jeu, d'évolution vraiment assez particulières, vu que il a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a su faire progresser des joueurs qu'on considérait des joueurs moyens, en faire devenir des bons joueurs. Il a eu des trouvailles assez exceptionnelles. Je pense surtout à Calafiori, qui à la base était un latéral gauche, qui là se transforme en défenseur central et qui se retrouve titulaire en équipe d'Italie. Donc ça, c'est clairement un grand mérite de Thiago Motta. Tout le monde en dit le plus grand bien. Si on peut penser à un garçon comme Lorenzo Di Silvestri, qui a 34 ans, a dit j'ai progressé. Je continue de progresser avec Thiago Motta, alors que c'est quelqu'un qui avait un petit peu tout vu dans sa carrière. Donc, il a vraiment un profil qui plaît à tout le monde. Exactement, ben c'est un petit peu, je vais dire, c'est un peu un côté Juve, Juve Motta, ça me semble être une sorte de mariage parfait dans le sens où Motta a eu une très très belle expérience du côté de Bologne, mais il doit encore grandir en tant qu'entraîneur avec la réalité d'un club, je vais dire, de très haut niveau. Et le groupe Juve a besoin aussi de cette construction que Motta a pu apporter à Bologne, avec notamment, je pense, aux certains joueurs assez jeunes comme Vlahovic. Chiesa qui est encore assez jeune, de pouvoir leur amener cette capacité technique et tactique aussi
pour grandir. Et il y a aussi tous les jeunes de la Next Gen, donc le projet Youth du centre de formation qui prend de plus en plus d'ampleur. On voit notamment Huizen ou Soulé qui a fait une très très belle saison du côté de Frosinone. Et donc je pense vraiment il y a de la justification objective à la nomination de Mota et que c'était le projet parfait pour lui et aussi pour la Juve de faire venir un entraîneur de cette trempe-là. Alors, si on parle un petit peu tactique, un petit peu jeu, Thiago Motta, sa base, donc c'est le 4-2-3-1, même si, comme il le dit lui-même, il n'aime pas trop les chiffres et on va dire les joueurs ne jouent pas dans des rôles, mais ils ont des interprétations en fonction des situations. Mais bon, c'est un jeu avec une sortie de balle par le bas, des mouvements au niveau des latéraux très particuliers et surtout quelque chose qui revient régulièrement, un terme un petit peu dur à prononcer, interchangeabilité des postes. L'objectif, c'est toujours d'attaquer à plusieurs, un jeu qui va vers l'avant avec vraiment un lien quasiment sur les 11 joueurs parce que même le gardien participe énormément. En phase défensive, on est sur un pressing en un contre un tout terrain, un petit peu comme l'Atalanta, défendre le plus loin possible de façon agressive. Donc c'est un football avant-gardiste, évolutif, vraiment tout le contraire de ce que vous avez vu à la Juve pendant 3 ans. Exactement, c'est ça, c'est ce on en disait tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure. On passe d'un entraîneur résultatiste à un entraîneur quasiment dogmatique. Je pense et c'est pour tous ceux qui ont la possibilité de pouvoir comprendre l'italien, il y a la thèse de Thiago Motta d'entraîneur qui est sur le site internet de la Fédération italienne de football. Et c'est vraiment une mine d'or d'informations. Et à la lecture de sa thèse, on comprend les principes et je veux dire, les grandes lignes de son Bologne. Il a fait sa thèse autour du ballon comme étant l'élément central du jeu. Et il y a même une petite, je vais faire un petit aparté, mais il y a une petite expression qui mentionne dans sa thèse où il dit, il considère la perte du ballon comme étant un crime à réparer le plus vite possible. Donc, il y a vraiment cette obsession de la possession du ballon et de maximiser le fait de détenir le ballon et de pouvoir en faire quelque chose. Et donc, c'est toujours être projeté vers l'avant et de pouvoir construire un maximum en phase offensive. Ouais, et puis c'est pas une possession de balle, on va dire, à la barcelonaise de l'époque, avec un tiki-taka où tu as 80-90% de possession stérile. Thiago Motta à Bologne, c'est 55% de possession de balle de moyenne. Mais le ballon, il l'a, mais il sait ce qu'il doit en faire. Exactement, oui, c'est ça. C'est le nombre de fois où on a vu des actions repartir par le gardien Skorupski et qui attirait l'adversaire pour repartir en transition rapide. Franchement, je trouve que c'est en fait c'est la possession du ballon mise au service de la créativité offensive. Et voilà, c'est des idées novatrices. Et on espère qu'ils puissent pouvoir reproduire ce schéma et cette volonté offensive du côté de la Juve. Voilà, et au-delà, on va dire, de sa tactique, de sa façon de jouer, il a aussi des préceptes à l'entraînement. Tu l'as dit tout à l'heure dans sa thèse, il parlait du ballon. Et comme le faisait, par exemple, un Menotti en Argentine à l'époque, ou même comme l'ont fait des coachs néerlandais, on peut penser à Koeman à Barcelone, le ballon est toujours présent aux entraînements, même dans les préparations physiques. Il y a de l'intensité, mais toujours avec cette idée du ballon. C'est ça, c'est ça. Dans la thèse, justement, il en parle en long et en large en disant un joueur de foot doit absolument toujours toucher le ballon pour pouvoir l'apprivoiser au maximum et réduire en tout cas je vais dire son stress par rapport à une phase de jeu ou une façon de toucher le ballon qui pourrait le mettre en difficulté technique ou tactique. Et donc, pour lui, toucher un maximum de fois le ballon, c'est mieux l'apprivoiser et donc mieux le contrôler et donc mieux le gérer. Ouais, et autre chose où avec Mota, il y a des règles qui sont assez strictes. Tout est basé sur la méritocratie, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun passe-droit. Un joueur, même s'il a, mettons, 100 ou 200 matchs derrière lui avec la Juve, s'il a un statut, le jour où il sera un petit peu moins en forme, bah, si c'est le petit jeune de 19-20 ans qui a fait des meilleures séances d'entraînement, c'est lui qui jouera. J'ai un exemple qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est lors
du match Napoli-Bologne cette saison, où il avait fait une étude approfondie des joueurs du Napoli et du tireur de penalty napolitain. Et il avait jugé qu'il valait mieux faire jouer dans les buts Ravaglia que Skorupski, en se disant que s'il y avait un penalty pour Naples, il avait plus de chances de l'arrêter. Bingo, penalty pour Naples, Ravaglia le sort. Donc on voit vraiment qu'il y a une préparation qui est poussée à l'extrême. Et en plus, il n'y a pas de passe droit parce qu'un Skorupski aurait pu se dire bon, mince, c'est moi le titulaire, pourquoi je joue pas? Non, c'est ça, clairement. C'est aller chercher dans les détails là où on peut tirer parti par rapport à l'adversaire. C'est vraiment je veux dire, une approche moderne du football quand on voit l'ensemble des entraîneurs de cette même conception, je vais dire, assez dogmatique. C'est une attention particulière donnée à chacun des détails. Et puis oui, comme tu l'as dit, au niveau des passes droits, hein, côté Juve, on a vécu des situations où, par exemple, Alexandro revenait un mois de blessure et on devait jouer contre Monza et il a annoncé titulaire sans avoir joué une seule minute en un mois, ou également Deschilio à Rome où il prend le bouillon et il est sorti après une mi-temps. Donc c'est aussi ce changement de conception sous tous les plans, pas rien que sur le plan technique et au niveau de la tactique, mais également sur la gestion du groupe. Et c'est hyper important quand on sait le nombre des compétitions à jouer dans un club comme la Juve. Ouais, c'est sûr. Maintenant, je vais poser une petite question, pas qui fâche, mais un petit peu particulière par rapport à ces choses-là, parce qu'on va dire c'est facile de les mettre en place à La Spezia ou de les mettre en place à Bologne. Mais est-ce que dans un club de l'envergure de la Juve, avec un vestiaire de champions, est-ce que, à ton avis, il va pouvoir arriver sans difficulté à faire passer ce même message? Mais justement, c'est vrai, comme tu le dis, c'est un risque et je pense que c'est le risque le plus grand par rapport à l'arrivée de Mota parce que, bon, il passe quand, c'est pas comme s'il avait connu déjà une réalité d'un grand club en tant qu'entraîneur, parce que la réalité en tant qu'entraîneur n'est pas la même qu'en tant que joueur. Maintenant, je pense qu'il a quand même la légitimité vis-à-vis d'un groupe où il a quand même vécu le très très haut niveau, que ce soit en national, mais aussi en club avec le Paris Saint-Germain ou l'Inter du Milan, même le Barcelone. Donc, je pense qu'il est quand même légitime aux yeux, il pourrait être légitime aux yeux des joueurs. Et puis, je pense que cette légitimité, elle va aussi se construire au quotidien par le travail et par la façon de faire grandir l'ensemble du groupe. Donc, et effectivement, il y a des risques, comme tout entraîneur, je vais dire, émergent qui se voit attribuer, qui se voit nommer à un poste important comme celui de la Juve. Mais ces risques, je pense, peuvent être contrôlés par le travail au quotidien et par sa légitimité en tant que joueur. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est sa légitimité, le fait que c'est un ancien grand joueur qui devrait lui permettre d'ouvrir les portes du monde de Juve. Est-ce que n'ont pas eu par exemple par le passé, je reviens un petit peu loin, mais la dernière fois qu'un coach est arrivé de Bologne et qui sortait d'une belle saison avec un beau jeu, c'était Gigi Maifredi. Mais lui, Fred, oui. voilà, il n'avait pas les codes du vestiaire, ça n'a jamais été un grand joueur. Et plus récemment, on a un petit peu l'exemple de Maurizio Sarri aussi qui n'avait pas tous ces codes-là. C'est ça, oui. Après, on a aussi l'exemple de enfin le contre-exemple de Pirlo, mais je pense qu'il y a eu un contexte particulier et Pirlo manquait clairement d'expérience, je pense, pour gérer un banc comme la Juve. Mais voilà, je pense que c'est un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en considération. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que Motta a prouvé avec ses 2 années à Bologne et même également avec son expérience passée à la Spezia, où déjà ses équipes étaient déjà assez joueuses. Je me souviens, son équipe de la Spezia a été déjà bien cohérente sur le plan du foot. Et je pense qu'il a mérité le poste et maintenant, c'est à lui à faire en sorte il puisse réussir et qu'il soit à la hauteur. Ouais, c'est une juste progression linéaire, donc tout C'est à ça. fait, moi je suis vraiment d'accord avec toi. C'est la période du mercato qui commence. On va essayer de faire un tour par rapport à ce que Mota aime bien comme style de joueur. On va essayer de voir entre les joueurs qui sont à sa disposition actuellement et les rumeurs qu'il y a, de voir si on arrive à dégager des idées et peut-être un 11. Sur le poste de gardien de but, donc Chesney devrait partir en Arabie Saoudite. Il y a encore quelques petits détails à régler. L'objectif, c'est de prendre Di Gregorio de Monza. Et là, c'est un objectif qui est au-delà du fait que Di Gregorio a été le meilleur gardien du championnat. C'est un gardien qui sait jouer au pied. Voilà, c'est ça, c'est exactement dans la logique
dans la logique Thiago Motta, Di Gregorio est vraiment très bon balle au pied. Peut-être moins Chesney, où il est beaucoup peut-être plus fort que Di Gregorio sur sa ligne et dans ses réflexes en tant que gardien. Mais voilà, il y a aussi une volonté de passer aussi à un nouveau cycle et Chesney n'est plus tout jeune et s'il y a l'opportunité d'Arabie Saoudite qui se présente et qu'on peut faire venir le meilleur gardien de Serie A qui plus est rentre dans l'idée de football de Motta, je trouve que c'est une opportunité à saisir. Et en plus, de ce qu'on entend, c'est une véritable masterclass d'un point de vue économique de la part de Giuntoli qui vendrait Chesney à une super somme et Di Gregorio le récupérer avec une option d'achat, c'est ça, non? C'est ça, en fait, Chesney, si on regarde un petit peu le contrat de Chesney, il coûte annuellement en fait 12 millions d'euros au club. Et donc, il a un amortissement de plus ou moins 1,5 million et sa potentielle vente ferait que la Juve générait une petite plus-value, notamment sur les 5 millions de ventes, il n'aurait qu'une valeur résiduelle de 1,5 million. Donc, il y a une petite plus-value qui est réalisée et l'économie du départ de Chesney se chiffre aux alentours des 17 millions, hors frais, je vais dire, de transfert, parce qu'il y a toute une série de frais à tenir en ligne de mire et qu'on n'a pas la connaissance à l'instant T. Et l'arrivée de Di Gregorio au chiffre annoncé, ben, c'est un impact comptable aux alentours de 7 millions, 7 millions et demi. Donc on voit que le départ de Chesney, on gagne de l'argent et l'arrivée de Di Gregorio n'est pas aussi coûteuse. Donc forcément, je veux dire, tous les voyants sont au vert pour que cette opération aille au bout. Ouais, c'est un joli coup, hein. Di Gregorio, c'est vraiment un gardien qui monte et on va dire c'est un petit peu comme Thiago Motta, c'est une belle progression. En défense, pendant un moment, on avait entendu dire que Bremer pouvait être le joueur sacrifié pour faire le mercato. Finalement, on aurait plutôt tendance que l'idée serait à le garder. Et à côté, il y a Cambiaso que Thiago Motta avait façonné lors de sa première saison à Bologne, qui va devenir encore plus central dans le projet Juve. Et il y a un objectif qui est ce Riccardo Calafiori, donc que la Juve voudrait avoir. Le joueur semble prêt à aller à la Juve et maintenant il faut arriver à trouver l'accord avec Bologne. C'est ça le problème. Et mais vu l'Euro, le premier match de Calafiore ici à 7 euros, s'il maintient le même niveau le même niveau, je ne pense pas que je veux dire, la rumeur de 30 millions soit maintenue et les prix vont s'envoler. J'ai pu lire que Tottenham était déjà intéressé également. Donc, si plusieurs grosses écuries européennes, notamment anglaises, se positionnent, je ne suis pas sûr que la Juve puisse suivre. Mais il faut quand même mentionner que elle a déjà l'accord avec le joueur aux environs de 2 millions, 2 millions et demi net. Donc peut-être que ça peut jouer parce que l'Italien aurait la volonté de rester sur le territoire, donc rester dans le championnat italien en Serie A. Donc pourquoi pas, mais c'est sûr que je pense que il va falloir mettre le prix parce qu'il va on va se l'arracher. Et oui, et ça, c'est un petit peu le problème, un petit peu de tous les objectifs de la Juve, parce que si on passe au milieu de terrain, il y a Douglas Luiz qui semble bien avancé, donc il faudrait encore que McKennie arrive à s'entendre avec Aston Villa. Et derrière, il y aurait l'objectif Cop Miners, mais là aussi, l'Atalanta, c'est une boutique très chère. C'est ça, oui, directement l'Atalanta, quand il y en a un club intéressé sur un de ses joueurs, je vais dire Fagnon, tout de suite les prix s'envolent. On a encore cette chance de pouvoir ne pas voir Cop Mainers à l'Euro, parce que je pense que à cette équipe des Pays-Bas, il aurait pu amener beaucoup de valeur ajoutée sur le plan technique et tactique. Voilà, maintenant, les premières annonces, c'est 60 millions. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu cher, mais c'est quand même un gagnant de la Coupe UEFA et on connaît le marché actuel. Donc, si on veut du changement et on veut des bons joueurs, bah, il faut aussi pouvoir mettre le prix et je vais dire s'aligner sur le marché. Donc, voilà, c'est un risque à prendre, mais la Juve semble décidée à le prendre et à opérer vraiment une réelle refonte de son milieu de terrain avec notamment Douglas Luiz, Cop Mainers, le retour aussi de Fagioli. Donc il y a vraiment une volonté de pouvoir redonner un nouveau souffle à cette ligne médiane.
Ouais, et à côté de ça, on a une énigme, hein, c'est celle d'Adrien Rabiot qui pour l'instant n'a pas prolongé. Thiago Motta voudrait le garder, mais si Cobb Miners arrive, Douglas Luiz aussi, est-ce que ça voudrait pas dire en contrepartie que Rabiot partirait? Mais justement, je pense que les négociations aussi de Douglas Lewis, Cop Mainers et tous les noms qu'on entend un petit peu sur cette ligne médiane, ça met également un peu de pression à Rabiot pour la négociation du contrat. Donc je pense que c'est une bonne façon de procéder. Et si Rabiot, les prétentions de Rabiot sont assez élevées apparemment. Donc il faut voir un petit peu faut peser le pour et le contre. Mais il est vrai que si Rabiot ne se décide pas, on est dans une optique d'avoir déjà les cartouches pour le remplacer. Ouais, et il y a un joueur aussi où là, ça commence à circuler, qui serait peut-être pas tout à fait Thiago Motta compatible, c'est Locatelli. Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'ai entendu la rumeur ici plus récemment. Moi, je pense que, enfin, je suis assez mitigé sur le joueur parce que je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux déjà cette saison avec des choix techniques et qui n'étaient pas toujours les bons. Mais voilà, il est arrivé dans un contexte difficile où le jeu d'Allegri pour un milieu de terrain, c'est pas non plus le paradis. Donc j'aimerais quand même le voir sous Thiago Motta. J'espère qu'il puisse pouvoir le maximiser comme par exemple De Zerbi l'a fait du côté de Sassuolo. Donc, je pense que ça reste quand même un bon joueur et on devrait quand même essayer de le maintenir pour voir s'il est possible de construire quelque chose autour de lui. Ouais, ce serait une bonne idée, surtout d'arriver à le relancer, et pourquoi pas de lui redonner la nationale et Pour la à nationale la, ici à la également, rentrée. c'est Ouais, ça, c'est tout ça. à fait. Ouais, ouais. Devant, il y a des noms qui circulent. Il y a celui de Greenwood, il y a celui-là de Sancho un petit peu plus récent. Donc, on sait que Thiago Motta aime les joueurs, les ailiers. Mais avant de regarder ces noms qui circulent, il y a pour moi, ce qui est en train de monter. Bon, il y a l'Euro, on en parle un petit peu moins du coup, mais ce qui pourrait devenir un cas, c'est le cas Chiesa. Il renouvelle pas. Les rumeurs disent que Thiago Motta est pas chaud du tout de le garder. On est un petit peu perdu sur Chiesa. Oui, c'est ça, mais je pense quand même que Mota va attendre de pouvoir travailler avec Chiesa. Je pense que ce que la presse dit, comme quoi Mota ne considère pas Chiesa comme. Enfin, il considère que Chiesa peut s'en aller. J'ai mes quelques doutes. Je pense quand même qu'il va attendre de pouvoir travailler avec lui et voir un petit peu comment ça se passe. Maintenant, voilà, contractuellement, Chiesa, c'est un contrat jusqu'en 2025. Donc, il y a toujours un petit peu l'erreur industrielle de Dybala qui est en tête au niveau de la direction, je pense. Et la Juve, inévitablement, doit prendre une décision. Elle ne peut pas se permettre d'arriver à commencer sa saison 2024-2025 en ayant Chiesa en fin de contrat. Donc, il faut absolument soit de se positionner. Je sais que ça serait entre guillemets, du mal pour un bien s'il était amené à partir. Moi, personnellement, j'espère qu'il puisse être conservé parce que c'est aussi un lien avec la logique du club et les valeurs. Le jeu de Chiesa, les supporters peuvent s'identifier assez facilement. Donc j'espère que l'effort économique sera réalisé des deux parties et qu'on puisse trouver un accord et qu'on puisse voir Chiesa sous le projet de jeu de Motta parce que je pense il peut vraiment construire quelque chose de cohérent avec Federico. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Donc, ça me surprend de voir ces rumeurs, surtout que Chiesa est un joueur particulièrement intelligent et qui rechigne pas à l'effort. Et puis, il rentrerait aussi dans ce cadre de volonté d'avoir quand même une base italienne Italienne, c'est ça, ouais. importante. Ouais. Mm. Sur les noms, donc comme on a dit, il y a donc les deux joueurs anglais, Greenwood, Sancho. Bon, c'est pour l'instant des rumeurs, hein, donc on ne sait pas trop où ça va en venir. Il y a même eu la rumeur Saelemaekers qui est sortie dernièrement, probablement en joueur de complément. Et il y a là une rumeur qui prend de l'ampleur. On en avait déjà parlé un petit peu, mais là, elle reprend de l'ampleur. C'est celle de Joshua Zirkzee. Ben oui, apparemment, il y aurait eu, enfin, il y a des difficultés au niveau de la commission agent pour Zirkzee entre Zirkzee et Milan. Et il faut savoir aussi que l'agent de Zirkzee est l'agent de Douglas Luiz. Donc, est-ce que ces rumeurs sont réellement fondées? Est-ce que la Juve veut vraiment se positionner sur Zirkzee? Je sais pas, c'est quoi le projet? J'ai mis quand même des doutes sur l'apport de Zirkzee côté Juve. Non pas que c'est un mauvais joueur, loin de là, hein, mais je trouve que si la Juve doit faire un investissement,
c'est pas à ce poste-là qu'elle doit le faire, en sachant que les ressources sont pas illimitées et qu'il y a d'autres priorités. Pour moi, les priorités, clairement, c'est le milieu de terrain et le latéral droit. Parce que le latéral droit, il y a aucune rumeur, mais pour moi, ça reste l'élément central du mercato de la Juve, où on peut pas envisager une saison avec Weah, Deschilio ou même Danilo en tant que latéral droit. C'est pas envisageable pour un club comme la Juve. Il faut absolument un nouveau nom. Donc voilà, Zirkzee, je, je sais pas, je ne sais pas trop me positionner. J'ai pas l'impression que ça soit une bonne idée et j'ai toujours un peu peur de ces joueurs un peu one saison où on ne sait pas vraiment son apport sur la deuxième saison, parce que la deuxième saison, c'est toujours la plus compliquée, celle de la confirmation. Donc, est-ce que investir massivement sur Zirkzee, vu les besoins ailleurs, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais bon, il faut faire confiance parce que le mercato semble être dirigé en adéquation entre l'entraîneur et le directeur sportif. Donc, on fait confiance et on jugera en temps voulu. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai, comme tu le dis, pourquoi faire venir un Zirkzee alors que tu as quand même un Dusan Vlahovic devant. L'idée, du coup, c'était où je voulais en venir quand j'ai commencé à parler de Zirkzee, c'est est-ce que finalement, je vais pas dire est-ce que Vlahovic va pouvoir partir, mais vu que son contrat là se transforme à la rentrée où il va passer un salaire à 12 millions d'euros de ce que j'ai cru comprendre, est-ce que il n'y aurait pas une idée de se dire tiens, si Vlahovic a une offre super, bah on le vend et on prend Zirkzee. Mais il n'y a pas eu trop. Je pense que le risque de perdre Vlahovic était beaucoup plus important au dernier mercato. Ce mercato-ci, je ne vois pas comment Vlahovic pourrait partir de la Juve. Maintenant, tout peut vite changer. On sait bien les réalités du mercato, mais j'ai quand même tendance à croire qu'à 85% Vlahovic, même 90, que Vlahovic est tenu côté Juve cette saison, parce que je pense que il a quand même su tirer son épingle du jeu en n'ayant pas non plus le projet de jeu le plus attractif pour un numéro 9. Donc voilà, je pense que la Juve lui fait confiance et fera en sorte qu'il puisse se retrouver sous Thiago Motta. Ouais, en tout cas, moi j'ai envie de voir Vlahovic sous Thiago Motta et voir comment il le fera progresser pour qu'il C'est devienne ça. plus participatif encore dans le jeu. Un nom, quelle place on va arriver à donner à Ildiz, à ton avis, avec Thiago Motta? Bah, je pense qu'il va peut-être se positionner sur un flanc. Bon, il a joué quand même quelques fois sur le côté gauche. Et ici, à l'Euro, j'ai vu la composition pour le match contre la Turquie et la Géorgie. Il semblait être positionné sur le côté gauche. Donc, c'est un rôle qui lui correspond assez bien. Je trouve que quand il a la distance pour venir provoquer et venir dribbler, c'est là où il est le plus, je vais dire, le plus destructeur. Maintenant, voilà, c'est un jeune de 19 ans. Il ne faut pas lui mettre de la pression. J'entends aussi parler aujourd'hui que la Juve voudrait lui donner le numéro 10. Donc, je pense qu'il faut un petit peu calmer les choses et tempérer. C'est un très très bon prospect, certes, mais il faut le laisser grandir étape par étape. Donc voilà, je pense qu'il va jouer sur un côté dans la conception de Mota. Et j'espère qu'il va pouvoir lui aussi grandir et pouvoir apprendre avec l'entraîneur italien. Ouais, c'est aussi une curiosité hein, d'arriver à voir comment qui va faire progresser Indeed sous ses ordres. Le dernier thème que je voulais voir avec toi, donc, c'était les objectifs. Parce que quand on parle de Juve, c'est quasiment inconcevable de se dire que la Juve ne va pas jouer pour le Scudetto ou au moins pour une demi-finale de Ligue des Champions. Mais là, après ces 3 saisons, la Juve part d'un petit peu plus loin. Donc, est-ce que l'objectif déjà, c'est d'arriver à créer une identité de jeu et une tactique qui soit vraiment reconnaissable, qu'on redonne déjà du plaisir aux tifosi avec le retour en Ligue des Champions, puis une Ligue des Champions un petit peu plus difficile, un petit peu plus particulière, voir où elle peut aller. Et après, il faut arriver à réduire le gap avec l'Inter. Donc, est-ce qu'à ton avis, on va commencer à parler de Scudetto tout de suite, ou est-ce que ce côté, on va dire, profil bas de la direction va emmener la Juve à essayer d'y aller vraiment par étapes? Mais moi, je pense que tout va dépendre du mercato. Vu les noms annoncés, Douglas Luiz, c'est un joueur qui est valorisé à plus de 60 millions. Cop Mainers également. Di Gregorio, c'est le meilleur gardien de Serie A. Donc, inévitablement, en fonction du mercato qui sera effectivement réalisé, la presse et les supporters seront en droit d'attendre plus ou moins de l'effectif. Maintenant, voilà, je pense qu'une Juve qui ne se mêle pas au Scudetto n'est pas la Juve.
Donc, comme tu l'as dit, c'est important de pouvoir redonner un peu de plaisir aux supporters, mais je pense que les supporters seront aussi contents si la Juve venait à gagner des titres. Donc, je pense que l'essentiel, c'est ça, c'est de pouvoir retrouver une Juve qui soit vraiment compétitive. Parce que sur les 3 dernières années, c'est toujours une Juve à plus de 15 points. Donc, ça, c'est pas dans l'ADN du club. Et comme tu l'as dit, en Europe, je pense qu'il faut aller plutôt step by step et déjà envisager peut-être de pouvoir sortir des groupes. Et puis on verra en fonction du tirage et en fonction de l'avancée comment ça se passe, parce qu'il y a aussi une grande part de chance dans ce genre de compétition. Mais voilà, l'essentiel, c'est comme tu l'as dit, c'est de retrouver du plaisir, retrouver, je vais dire, une Juve qui est soit cohérente sur un plan sportif, ce qui a l'air d'être le cas par les rumeurs de mercato où Giuntoli semble avoir bien identifié les besoins de l'effectif en termes techniques et tactiques. Et puis, c'est pourquoi pas si la sauce avec Mota prend de pouvoir se mêler à la course au team. Mais comme tu l'as dit, c'est d'abord trouver du plaisir et puis on verra au niveau de l'aspect où ça peut nous mener. Bon, en tout cas, je te pose la question comme ça de but en blanc hein, pour terminer. Un avis perso. À ton avis, Thiago Motta à la Juve, ça va prendre? Ben, je l'espère et je pense, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais dire les astres sont alignés. Côté Juve, il y a une volonté de construire et Mota doit aussi grandir avec cette équipe. Donc voilà, je trouve que c'est un choix cohérent des deux côtés et je ne vois pas comment ça ne pourrait pas prendre vu le mercato annoncé et vu les précédentes expériences de Mota et là où la Juve doit atteindre son niveau. Ouais, bah écoute, je suis du même avis que toi. Je pense que Thiago Motta est assez intelligent et a assez de talent d'entraîneur pour arriver à prendre en main un vestiaire comme celui-là de la Juve. Écoute, Vito, je te remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble. Ce fut un réel plaisir et je te dis à très bientôt quand tu voudras revenir parler de la Juve ou même de la nationale et les portes de Calcio Azzurro sont toujours ouvertes. Et je vous remercie aussi tous de nous avoir écoutés sur cette émission spéciale Juve. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti! Ciao, ciao!